Média, je vous invite à retrouver un nouveau numéro de KGB. 0. Mesdames, Messieurs, le vol spécial auquel vous assistez est consacré au premier enregistrement à bord d'un avion en vol. La radio a toujours su résister et s'adapter. C'est pas moi. Je vois rien. Mais regarde avec l'œil qui est ouvert. J. La radio évolue. B. Je sais qui c'est, mais je dirai rien. Il est inutile de contrôler sa carte d'identité. Désolé, tu vas avoir un choc. C'est un oiseau? C'est un avion? KGB. KGB. Avant, je sais plus de quoi on parlait. Bah non. Ah bon? Je me rappelle plus. C'est ainsi que j'ai conclu. Si, oui, voilà, j'y suis que j'ai conclu. La radio n'a pas dit son dernier mot. Camarades, bonjour et bienvenue pour cette 61e émission de KGB, pour laquelle je suis bien entourée, parce que j'ai autour de moi les irréductibles Jacques. Coucou. Mireille. Salut. David. Oui, je suis là. Greg. Bonjour. J'ai aussi nos invités Caroline et Marie-Sophie. Bonjour. Mais nous sommes aussi entourés, de plus ou moins près, de la 50aine de pensionnaires en ce moment soignés au centre de sauvegarde de la faune sauvage, le Tétra Libre. Parce que nous sommes dans les locaux aujourd'hui du Tétra Libre. Ces locaux, je les connais un petit peu, parce que j'y suis bénévole depuis quelques années. En effet, le Tétra Libre, on en parlera longuement, mais c'est toute une structure associative, des bénévoles, des salariés, des services civiques qui œuvrent pour la sauvegarde de la faune sauvage. Alors j'ai les réponses à quelques questions, mais j'en ai quand même pas mal d'autres. Et surtout, je pense que Mireille a des questions avant moi. Moi, j'ai des questions sous forme d'un questionnaire de Proust, mais presque Proust, qui est plutôt Proust. Donc, c'est des questions courtes avec, si possible, des réponses rapides qui s'adressent à vous deux. Et ça commence comme ça. Quel animal sauvage aimeriez-vous être ? Un loup ? Aucune idée. Un peu tous à la fois, je crois. D'accord. Quel est le plus petit animal que vous ayez eu l'occasion de secourir ? On a des puyovélos, c'est des très petits oiseaux, tout petits, qui pèsent quelques grammes. On a des chauves-souris aussi qui pèsent, elles arrivent des fois elles font 2 grammes, 3 grammes, voire 1 gramme quand vraiment elles viennent de naître. Pour le plus petit, je crois que c'est tout. Quelle qualité admirez-vous le plus chez un garde forestier ou un vétérinaire de montagne ? Leur adaptation aux situations rocambolesques. J'ai une petite question, peut-être qui nécessite un petit peu plus de développement. Quel défaut ou comportement vous paraît le plus dangereux pour la faune montagnarde ? Alors pour la faune en général, pas que le montagnarde, il faut avoir les bons réflexes et réfléchir à la situation qu'on a en face de nous, c'est-à-dire ne pas vouloir secourir à tout prix un animal sauvage qui en fait n'a pas besoin d'aide. On a des animaux qui ne sont pas blessés, c'est normal de les voir tout seuls, ils ne sont pas orphelins et souvent les gens les ramassent parce qu'ils pensent qu'ils sont abandonnés et malheureusement c'est une erreur, ça part toujours d'un bon sentiment mais en tout cas il ne faut pas le faire. Quelle rencontre animale ? Est-ce qu'il y a une rencontre animale qui vous a le plus marqué ? Je pense que c'est plus une question d'espèces. Je dirais les pigeons et... les pigeons, carrément. Quel acte de protection de la faune trouvez-vous le plus inspirant ? Je dirais la sensibilisation. C'est un peu la base de tout. Et une petite dernière pour la route. Que diriez-vous à un chamois si vous pouviez communiquer avec lui ? Vas-y, cours, sauve-toi. Cours loin. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas si on en a appris beaucoup plus sur vous, mais moi oui en tout cas. Moi j'aimerais bien qu'on en apprenne encore un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter chacune Marie-Sophie, est-ce que tu veux commencer ? Oui, donc moi je m'appelle Marie-Sophie Saint-Illan, je suis la présidente de l'association depuis octobre 2022, mais je suis rentrée dans l'association en 2018. Voilà, tout simplement parce que j'ai pris un dépliant de présentation de l'association chez un vétérinaire, comme beaucoup, et j'ai appelé, je suis tombée sur Caroline. Et quand on parle avec Caroline, elle nous transmet tellement sa passion qu'on ne peut plus faire marche arrière. Donc voilà, j'ai aidé au démarrage sur la ligne de médiation téléphonique, puisque le centre de soins n'était pas encore ouvert, mais on avait déjà une ligne de médiation téléphonique pour orienter les découvreurs. Et depuis, j'ai gravi les échelons, si on peut parler comme ça. J'ai été secrétaire de l'association, je m'occupe des stands et des animations, et je suis maintenant présidente. Et toi, Caroline, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi ? Et méfie-toi, c'est un piège. Si elle nous parle et si on lui parle après... Ah non, mais toi, t'as déjà été contaminée. C'est nous qui risquons un truc. Donc, Caroline. Alors moi, j'ai découvert les centres de soins quand j'avais 18 ans et demi. Et la première fois que j'ai mis les pieds dans un centre de soins, je me suis dit, ça, c'est ce que je veux faire. Et je veux ouvrir mon centre de soins. Donc, du coup, j'ai travaillé
longtemps, j'ai été patiente et j'ai rejoint le projet de la Savoie qui était déjà mené par une équipe savoyarde, des gens de plein d'associations différentes. Donc l'association, on l'a créée tous ensemble en second temps en 2015 et on a travaillé dur pendant 5 ans pour ouvrir le centre en 2020. Et depuis, donc, je suis salariée soigneuse au centre de soins. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, vraiment le démarrage du Tétralibre ? Alors, le centre de soins ou l'association ? Parce que c'est deux démarrages différents. Eh ben, les deux. Les deux. Les deux ? Alors, l'association, c'est vraiment parti d'un constat. Si je reprends bien l'énergie de départ, parce que moi j'étais pas là vraiment aux premières réflexions. Il y avait des personnes, il y a toujours d'ailleurs des personnes de la LPO qui sont présentes dans le CA, mais il y avait vraiment beaucoup de bénévoles, de gens en contact de la nature qui se sont dit mais c'est bizarre, on est la Savoie, la Haute-Savoie, parce que ça regroupait différentes LPO, et on n'a pas de centre de soins. C'est quand même fou avec tous les animaux sauvages qu'on a. Donc ils ont commencé à développer le projet. Et ensuite, on a donc monté l'association et là, on a regroupé, ça a parlé à tellement de personnes, c'était super chouette parce que ça reliait plein de gens autour d'un seul sujet qui était juste, on va prendre soin des animaux qui sont blessés à cause des êtres humains. Donc ça, c'est quand même chouette. Donc ça, c'était le début de l'asso. Il y a un gros mouvement de citoyens. Et ensuite, quand on a ouvert le Tétralibre, là, c'est pareil, en fait. On arrivait dans les locaux, fallait tout qu'on refasse. Tous les travaux étaient à faire et on n'avait que quelques mois, c'est tombé l'année du Covid en plus, donc on a eu beaucoup d'équipes, les équipes elles étaient très restreintes et on savait qu'on voulait ouvrir au printemps pour venir en aide à tous les animaux, en fait les jeunes animaux qu'on récupère au printemps. C'est vraiment la période hyper intense en centre de soins. On s'est dit il faut qu'on ouvre à ce moment-là parce que c'est là qu'il y en a le plus besoin. Et du coup on a travaillé tous ensemble encore une fois. On a ouvert avec une pièce, maintenant on en a beaucoup plus. C'était vraiment de la survie, c'est des années extraordinaires, une aventure humaine avec des gens fabuleux qui étaient tous là pareil. On débutait tous ensemble, on partait de zéro, c'était chouette, c'était trop chouette. Tu disais qu'il y avait un vrai besoin de secourir tous ces animaux en Savoie, Haute-Savoie, etc. Est-ce qu'on a une idée à peu près du nombre d'animaux par an qui sont secourus ici ? Alors, au Tétra, Marie, elle a toujours la fin du chiffre, parce que moi, je me rappelle des 2 premiers, elle se rappelle des 2 derniers. Moi, je suis dans les chiffres. Les SOS, on était à plus de 5000, je crois, l'année dernière, au téléphone. Pas tout à fait, oui, presque 5000 SOS. Donc, ce sont les appels téléphoniques qu'on reçoit sur notre ligne de médiation. Et on a environ 1500 animaux accueillis par an. Donc, il y a cette différence, je ne sais pas si tu veux l'expliquer, Caro, mais déjà, il y a beaucoup de décédés dans les 24 heures. On a des animaux qu'on ne voit jamais arriver. Et il peut y avoir des transferts sur d'autres centres de soins. Et puis, il y a aussi toute la partie sensibilisation. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand on a un appel d'un découvreur, on lui pose un certain nombre de questions et on voit si l'animal a vraiment besoin d'arriver en centre de soins. On fait tout ce qu'on peut pour que l'animal reste dans son milieu naturel avec ses parents si c'est un jeune. Un oisillon tombé du nid, on essaye de le replacer en hauteur. Un jeune mammifère tout seul, on pose un certain nombre de questions. S'il n'est pas blessé, a priori, il n'y a pas besoin de le récupérer, ou comme une jeune chouette. Voilà. Donc, ça explique aussi qu'il y a un certain nombre d'animaux qui n'arrivent pas jusqu'au centre de soins. Et tant mieux pour eux. Je voulais juste rajouter, on fait vraiment, c'est au cas par cas en fait. Donc il y a des grandes lignes de sensibilisation, mais vraiment en fonction de la situation, de l'état de l'animal, etc., on va prendre des décisions qui ne seront pas les mêmes. Donc c'est le chiffre, voilà, il correspond à ce que vient de dire Marie-Sophie, mais il y a vraiment des cas, c'est au cas par cas quand même. Est-ce que une de ces indications, c'est n'intervenez pas vous-même ? Est-ce qu'il faut que ce soit vous qui interveniez ou Alors, n'intervenez pas vous-même sans avoir pris des conseils au niveau d'un centre de soins. J'allais dire éventuellement d'un vétérinaire, mais bon, ils ne sont pas forcément spécialisés en faune sauvage. Après, effectivement, c'est du cas par cas.
C'est compliqué de donner une règle qui s'applique à chaque fois. Mais réfléchissez avant d'agir, ne faites pas n'importe quoi. Et si vous avez un doute, appelez le centre de soins. Et de toute façon, vous n'avez pas le droit de récupérer un animal sauvage et de le transporter sans avoir au préalable téléphoné, pris contact avec un centre de soins. Donc, ne serait-ce que pour vous couvrir, il faut appeler le centre de soins. 1500 animaux par an, c'est quand même déjà pas mal. Et je suis plutôt bien placée pour savoir qu'il y a un paquet d'espèces dedans. Et je ne m'étais pas rendu compte, avant d'être bénévole ici, combien il y avait d'espèces. Je ne sais pas si tu as une idée, Caroline, du nombre d'espèces différentes qu'on a ici tous les ans. 98. Elle fait le PowerPoint de l'AG. C'est vraiment la spécialiste. Mon Dieu, nous avons rendez-vous avec un tableur Excel. Donc voilà. 98 espèces différentes à peu près, ça dépend des années, mais on tourne autour de ce chiffre-là. Oui. Tu peux en citer quelques-unes ? Des espèces accueillies ? Oui, parmi les 98. Il y en a tu peux beaucoup. en citer 95. On voit une peluche de chauve-souris au-dessus de notre tête. Là. On a pas mal de chauves-souris, de pigeons, de rapaces, de hérissons. On en a quand même beaucoup aussi, de la buse. Des mammifères, tous les mammifères. En fait, du chevreuil, on en a beaucoup. En fonction des moments de l'année, on en a encore plus. Enfin voilà, en fait, on accueille vraiment du plus petit oiseau. Tous les oiseaux, on peut les accueillir de la faune sauvage. Et mammifères aussi jusqu'aux tailles cerf-biche. Après, le loup, l'ours et le lynx, on n'a pas les autorisations. On ne les a pas données. Mais il faut savoir que même les pigeons sont récupérés. On ne fait pas de tri dans les animaux qui sont accueillis. Ouais, ça c'est chez nous. Enfin, ça nous tient très à cœur. On part du principe que quand on va à l'hôpital, on est content de se faire soigner, peu importe sa couleur, son sexe ou le moment de la journée. Nous, c'est pareil, en fait. Chaque animal, on ne le juge pas pour son espèce, mais il a besoin de soins, on est là pour ça. Si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne le fera pour la faune sauvage, donc hors de question de ne pas les prendre. Et l'idée, c'est comme... c'est que vous êtes dans l'accueil. Dans la petite visite qu'on a eue, il y a vraiment cette idée que, aussi dans le soin, vous soyez le moins interventionniste possible, pour que chaque animal puisse vous quitter et retrouver la liberté le plus vite possible. Oui, alors faut savoir que 20% des causes de mortalité, une fois que l'animal il a été en contact avec un humain, c'est le stress qu'on lui fait subir. Donc nous, quand il arrive en centre de soins, on sait qu'on peut être une des causes de sa mort. Donc le but, c'est vraiment de réduire cet aspect-là. Donc on va passer le moins de temps possible avec l'animal, parce que l'animal sauvage, même si on lui vient en aide, en fait, en France, en tout cas, le contact qu'il a avec l'humain, généralement, c'est pas très bon. Donc, on lui induit beaucoup de stress. Même si on lui veut du bien, qu'on l'aime, etc., lui, il le voit pas. Il nous voit être humain, prédateur. Je suis en danger de mort. Donc, il stresse. Et comme pour nous, comme pour l'humain, le stress, en fait, chez eux, ça a le même impact. Ça descend les défenses immunitaires et ça les tue. Ça peut leur faire des arrêts cardiaques ou des grosses conséquences jusqu'à la mort sur du plus long terme. Donc nous, vraiment, on réduit au maximum les contacts, même nous, et on porte des tenues pour certains animaux pour pas qu'ils nous assimilent à l'humain et pour qu'ils puissent être totalement relâchables et surtout qu'ils ne se rapprochent pas de l'humain une fois qu'il sera relâché, sinon il est condamné.
Nous venons d'écouter Out of Sight, le titre de Oiseau Tempête, oiseau au pluriel, tempête. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le texte, les paroles de ce titre fabuleux. Allez plus loin, creuser tout ça. Et la suite plus tard. Merci Greg, merci. Oh, Jacques, oui. Tu me regardes comme une biche dans les feux d'une voiture. Est-ce que ça voudrait dire que tu as quelque chose à nous dire ? Appuie sur le frein, ne m'écrase pas. Ah non, mais moi je roule très très doucement exprès pour observer. 1, 2, 3, 4. Ok, bon, écoutez, ce que je propose, c'est qu'on n'a qu'à dire qu'on annule complètement cette discussion. Vous allez m'en dire des nouvelles. KGB Radio. Camarades, KGBistes. Le mois dernier, je vous disais que je ne savais plus par où prendre le monde pour qu'on puisse se tenir dans les bras. Je crois bien que j'ai deviné pourquoi. On nous a habitués à la catastrophe. Ce qui est devenu normal, ce sont les guerres, les famines, les gens qui meurent en traversant mer et frontières, les catastrophes climatiques, les effondrements d'espèces, la disparition du vivant, les génocides, les bombardements, l'interdiction faite aux femmes de se parler, les fascistes aux portes du pouvoir, la destruction des services publics, l'épuisement des gens, des sols, le voisin qui se dresse contre le voisin, les guerres entre cités, entre quartiers, la corruption. Voilà ce qui est habituel, quotidien, banal. J'écoutais les infos et j'entendais les journalistes s'extasier sur ces citoyens et citoyennes espagnols qui par centaines débarquent dans les quartiers de Valence dévastés avec balais, pelles, outils pour aider, déblayer, nettoyer, réparer, faire ce qu'elles peuvent faire par solidarité. Juste ça, filer un coup de main parce que l'autre est dans la merde. Je me suis dit qu'on a érigé en normal l'atroce et en exceptionnel la solidarité. Ce retournement de ce qui est normal avec ce qui est singulier, nous pousse à ne plus réagir aux catastrophes, à nous anesthésier pour tenter de s'y habituer, comme si ce n'était pas de la responsabilité de qui que ce soit, que la guerre, les morts en mer, les génocides, les catastrophes climatiques, écologiques, que la disparition des espèces du vivant sont des fatalités. On ne peut rien y faire, se dit-on. Alors qu'il y a des responsables, des solutions, des systèmes à mettre à bas, il y a à occuper ces journées à tenter de foutre le feu au capitalisme, au colonialisme et au patriarcat. C'est un chouette hobby, je vous assure, aucune fatalité. C'est même joyeux de faire, d'agir. Ça se voit sur le visage de tous ces Espagnols qui viennent aider. Il y a une joie, une lumière, une simplicité. On a, à contrario, ériger la solidarité en exception, en exceptionnel, en héroïque. Et on n'est pas tous des héros, hein, on est bien d'accord. On nous fait croire qu'il n'y a jamais, quand tu es en panne sur un parking, 2 passants ou passantes qui t'aident à pousser ta caisse. On nous fait croire qu'il n'y a jamais des humains, humaines, qui appellent à un centre de soins pour aider un animal blessé. Ta voisine qui te prête sa perceuse, des gens qui ouvrent leurs portes pour accueillir, le boulanger qui te donne un pain en plus. C'est cela qui devrait nous être présenté comme normal. Depuis des années à KGB, on reçoit des gens qui font ça, qui sont solidaires juste parce que c'est normal. Même si Hannah Arendt a démontré la banalité du mal, nous pouvons faire du bien, ou en tout cas de la solidarité, la normalité. Ériger ainsi le mal comme fatalité et le bien comme acte héroïque est une entreprise pour que nous n'agissions pas, que nous ne trouvions pas cette joie qu'ont en ce moment les Espagnols en face de la catastrophe, cette joie d'agir, de faire. Celles et ceux qui aident, qui écoutent, les aidants, ce ne sont pas eux les sauveurs. Ce sont toujours celles et ceux, humains, humaines, êtres vivants, œuvres d'art, paysages qu'on appelle victimes, qui sont les sauveurs. Ils nous offrent la possibilité de devenir humains, solidaires, joyeux dans un monde qui ne l'est pas. Ils nous offrent par leur force, leur beauté, de celles et ceux qui ont traversé, la preuve que la vie exagère, s'entête, demeure malgré les catastrophes, malgré la destruction vulgaire provoquée par le capitalisme, le colonialisme et le patriarcat. Ce sont elles, ce sont eux qui nous sauvent, qui nous permettent de rester du côté du vivant, de la vie et du sourire, qui font de nous des êtres qui ne sont pas voués à la banalité du mal. Ce sont eux qui nous offrent de la beauté et du possible. Nous avons en France sous nos yeux des exemples éclatants comme Gisèle qui est en train de nous offrir à tous et à toutes la possibilité de sauver notre humanité, nos rapports entre hommes et femmes, de les rendre joyeux, simples, sans peur de la fatalité du mal. C'est elle qui nous sauve. Comme cette étudiante iranienne qu'il y a quelques heures, quand on lui a reproché sa tenue, s'est mise par protestation en sous-vêtements dans la rue. C'est elle qui nous sauve. Nous pensons la destruction comme une fatalité, une chose irrémédiable, le capitalisme, le colonialisme, l'anthropocentrisme et le patriarcat comme définitifs.
Nous pensions la même chose de la royauté et du droit divin, ce qui laisse de joyeuses perspectives. Nous parlons des espèces menacées, des exilés, des familles bombardées, des paysages convoités par les méga-bassines et les autoroutes, des femmes afghanes qu'on emmure dans le silence, des peuples exterminés, des oiseaux tombés du nid, des rivières qui se tarissent, qui nous offrent la possibilité de nous sauver en étant juste normaux, c'est-à-dire solidaires et joyeux. Nous parlons de révolution où il est possible de danser. Vous êtes définitivement sur KGB. It's the power to arouse curiosity. Tu dis des bêtises. KGB Radio. Merci beaucoup Jacques pour cette belle chronique. Chers invités, chers tétralibres, tétralibérés, Jacques nous a fait le rapport entre humanité et solidarité. Est-ce qu'on retrouve de la solidarité dans les espèces sauvages ? Est-ce que vous avez pu assister à des phénomènes de l'entraide ? Ouais, j'ai une très belle histoire sur à quel point on sous-estime l'importance que les animaux ont avec leurs petits, en fait. Comment on dit le lien, oui, j'ai perdu mon mot, mais bref, l'instinct maternel. Et du coup, on a eu le cas, je crois qu'on a presque toutes lâché notre larme. C'était une petite chauve-souris, en fait, un bébé chauve-souris qu'on nous a amené à quelques jours après sa naissance. Donc, elle avait passé une poignée de jours avec sa propre mère et on nous l'a ramenée, on l'a élevée pendant 2 mois et le jour de son relâché, on l'a ramenée dans sa colonie parce que les chauves-souris, ça vit en colonie, tous ensemble, toute la vie, quoi. Et quand on est arrivé sur le site, Florine, c'était une de nos salariées, elle la met sur sa main, et puis avec un gant bien évidemment, et elle avait une bat box. Une bat box, c'est une boîte qui permet d'enregistrer les sons des chauves-souris pour voir en fonction de quelle espèce est présente. Et à ce moment-là, il n'y avait pas cette espèce-là qui était présente. Donc elle la met quand même sur sa main, elle dit bon, on va voir. Elle a poussé un cri, la petite. Tout de suite, il y a ce qu'on estime être sa mère, parce qu'il y a une chauve-souris qui s'est ramenée sur la main, qui essayait de partir avec son bébé. Elle avait passé quelques jours avec elle. Nous, on avait passé 2 mois à l'élever. Elle a poussé un cri et elle a tout de suite reconnu. C'était hyper émouvant de se voir à quel point elle était, même 2 mois après, elle ne l'avait pas oubliée, elle était là, quoi, elle était au rendez-vous. Et les autres membres de la colonie étaient même venus pour l'aider, lui montrer comment décoller, comment partir en volant. Ça nous a, même si on le sait, nous, en bossant tous les jours avec les animaux sauvages, à chaque fois qu'on a des cas de figure comme ça, on se dit waouh, on est vraiment loin de la vérité au niveau de la compréhension du vivant. C'est une super belle histoire et j'en ai une aussi d'il y a quelques mois ici. Dans les volières extérieures, il y avait une corneille qui avait eu un choc neuro et qui avait du mal à se déplacer, qui était au sol et qui avait du mal à se nourrir toute seule. Et j'ai demandé, je crois que c'était à une autre bénévole, comment elle faisait pour se nourrir, et c'est les autres corneilles qui l'aidaient. Ah voilà. Extra. Et je suis très contente, Jacques, que tu aies parlé de solidarité. Parce que justement, le tétralibre, ça peut fonctionner grâce à plein de personnes. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire un peu grâce à qui ça fonctionne ? Alors, on a déjà actuellement 4 salariés, voire des fois 5, puisque notre renfort estival n'est plus que sur l'été, mais quasiment sur 8 ou 9 mois maintenant. Donc, c'est une personne supplémentaire qu'on recrute tous les ans pour aider sur les périodes un peu plus critiques. Et sur nos 4 salariés, donc permanentes, on a 3 soigneuses, donc 2 capacitaires en soins. Donc ce sont des personnes comme Caroline qui ont leur certificat de capacité en soins faune sauvage, et une personne, Vanille, qui s'occupe plus de l'administratif et qui est chargée de médiation. Voilà. Ensuite, on a bien évidemment alors on a déjà les services civiques, on a 10 à 12 services civiques par an qui restent 8 mois avec nous. Qui nous aident énormément et qui apprennent beaucoup de choses. Et ensuite, ce sont les bénévoles. Donc, soit les éco-volontaires, ce sont des bénévoles qui restent sur plusieurs semaines d'affilée, ou les bénévoles réguliers qui viennent 1-2 jours par semaine, enfin voilà, en fonction de leurs possibilités. Sans ces bénévoles, on ne pourrait pas fonctionner. Donc, c'est vraiment super important qu'on continue sur tous nos stands, sur tous nos postes, on fait toujours des appels à bénévoles. Donc il y a les bénévoles soins, mais je prêche un peu pour ma paroisse. Il n'y a pas que les bénévoles soins, on a besoin de bénévoles aussi pour nous aider sur les stands d'animation, pour les rapatriements d'animaux. C'est-à-dire des personnes qui vont avoir un véhicule et qui vont accepter de faire un trajet pour nous rapprocher un animal ou pour nous l'amener au centre de soins. Voilà, pour la communication, enfin, on a toujours besoin de monde. Il y a des structures partenaires aussi, des cliniques, d'autres centres de soins, etc.
Oui, on travaille avec un réseau de cliniques vétérinaires partenaires. Donc, les vétérinaires nous font les soins gratuits. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire tous les soins non plus au centre de soins. Il y a déjà les radiographies, les euthanasies qui se font en clinique vétérinaire, tout ce qui est chirurgie aussi. Peut-être qu'à un moment donné, on aura une salle de chirurgie, mais on ne pourra peut-être pas non plus faire tous les actes, donc les poses de broches, etc. Il faudrait qu'un vétérinaire intervienne, quoi qu'il en soit. Et donc, ils nous font les soins gratuits et par contre, on paye bien évidemment tout ce qui est médicaments. Mais et ils nous servent aussi de relais, justement, quand les personnes ne peuvent pas amener un animal en centre de soins ou qu'ils n'ont pas pris ou qu'ils n'avaient pas les coordonnées. Et en fait, des fois, ils amènent directement au vétérinaire. Et donc, les vétérinaires, c'est pour ça qu'il faut qu'on se fasse connaître aussi le plus possible au niveau des vétérinaires pour qu'ils sachent vers qui orienter l'animal sauvage ensuite. Et avec les autres associations, donc j'ai parlé de centres de soins, mais il y a aussi simplement, par exemple, la LPO. Quels sont les échanges qui peuvent se faire Alors, la LPO, en fait, depuis le départ, on travaille avec eux. On travaille ensemble. Et du coup, dès qu'on a des conseils au niveau de certains types de relâchés, de certaines migrations en cours, de certaines espèces aussi, parce que on a beaucoup d'espèces on reçoit souvent les mêmes espèces, mais des fois, on a des petites exceptions et on bute un petit peu en se disant « Oh là là, mais dis donc, qu'est-ce que c'est comme oiseau ?» Donc, ils vont nous aider à ce moment-là. On a aussi des équipes de chiroptérologues qui interviennent dès qu'on a besoin. Ça, c'est très important parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est des animaux qui vivent en colonie. Donc, c'est vraiment des membres de la famille. Donc, quand on a un individu, il nous faut absolument l'adresse de découverte parce que ça veut dire qu'il y a une colonie, il faudra le relâcher là. Donc, vu que les colonies bougent en fonction de l'année, il nous faut des chiroptérologues, par exemple. Après, on a aussi France Nature Environnement. Ça, eux, ils font un travail remarquable aussi sur la cohabitation entre la faune sauvage et les êtres humains. Donc, quand on a des problèmes de cohabitation, nous, chacun son métier, on renvoie, par exemple, à France Nature Environnement. On est content qu'ils soient là, du coup. Et ensuite, on travaille vraiment main dans la main avec les autres centres de soins. Il y a un réseau des centres de soins nationaux. Ils ont un site internet et ça regroupe. Ils font un magnifique travail au niveau national, au niveau de l'État, pour les centres de soins du pays. Et ensuite, les centres de soins de la région. Voilà. Et j'ai découvert aussi, en arrivant ici, qu'il y avait... Excuse-moi Marie-Sophie, tu avais quelque chose à ajouter? Non, je voulais juste rajouter au niveau de la LPO, c'est que, un truc un peu moins cool, on leur transmet aussi les informations des animaux plombés, puisqu'il nous arrive des oiseaux, notamment des rapaces ou des pigeons qui sont parfois plombés. Et donc, on leur transmet les informations pour qu'il y ait un suivi et éventuellement un dépôt de plainte. Moi, je suis nul en acronyme, c'est quoi LPO? Ligue de protection des oiseaux. Ah, c'est eux. Je parle pour moi, mais je parle pour tout le monde. Ils sont sur notre liste. Et donc oui, j'ai T'avais une question, Agnès? Oui, j'ai appris en arrivant ici qu'il y avait aussi de l'ostéopathie pour animaux. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir donc un réseau de vétérinaires fabuleux. C'est pas le cas de partout en France. Là, on a vraiment des vétos qui s'investissent. Et parmi ces vétérinaires, il y en a qui sont ostéos. Et du coup, ils viennent au moins, en moyenne, c'est 1 fois par semaine. C'est entre 2 et 4 fois par mois, globalement. Ils interviennent donc bénévolement sur le site et ils voient tous les animaux qu'on a besoin. Et on voit une évolution. C'est impressionnant. C'est tellement doux et vraiment, ils résonnent super bien à l'ostéo, les animaux, même sauvages, domestiques, on le sait, mais sauvages aussi. Eh ben, moi, je veux aussi vous parler d'animaux. C'est mon petit animal sauvage. Oui, c'est Greg. J'ai fait l'ornithologue de la musique aujourd'hui. Je vous ai fait une playlist spéciale oiseaux. J'en ai 3. Et là, on remonte 50 ans en arrière, où à l'époque, on avait encore... quand on repensait à l'écologie, on avait peut-être encore un petit peu d'innocence et de candeur. J'ai envie de dire qu'on a peut-être moins maintenant. Et c'est donc Michel Fugain, le Big Bazar, qui nous disait de faire comme l'oiseau. Voilà, c'était il y a 50 ans. Je suis seul dans l'univers. J'ai peur du ciel et de l'hiver. J'ai peur des fous et de la guerre. J'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui
Dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau. Parler, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dis. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et d'eau fraîche, un oiseau et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie l'air pur et l'eau fraîche, un oiseau d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau. Et qui écoute Michel Fugain, le Big Bazar en 2024? Eh ben, Kajibi. Parce que quand c'est bien, eh ben, c'est pas forcément ni trop vieux ni trop désuet. On a le droit de continuer de l'écouter. Et moi, je me demande, David, est-ce que tu vis d'air pur et d'eau fraîche? Est-ce que tu es comme un oiseau? C'est le moment où il faut vraiment être honnête. Ouais, non, non, alors, d'air pur, oui. Je sais. D'air pur. D'air pur, oui. D'air pur. Et tu aurais une petite chronique pour nous? 1, 2, 3, 4. Je pense là depuis des années. Et encore sans compter les jours fériés. Ça va, ça bosse dur? Non. I'm ready. KGB Radio. Il est pour le moins intéressant, si ce n'est révélateur, voire quelque peu alarmant, de remarquer qu'en tapotant le mot sauvage dans l'onglet images de ton moteur de recherche préféré, tu te retrouves avec plus de photos de flacons de parfum et de ce bellâtre de Johnny Depp que de pictures de coquelicots et de renardeaux à l'affût d'un mulot. Je te jure, essaye là, maintenant, tout de suite. La première fleur n'arrive qu'en 23e position sur ton écran tactile, et encore, elle tient plus du Géranium domesticus en Balconus citadinus que de l'Amorphophallus titanum, la fleur dite la plus rare au monde, qui pousse dans des forêts tropicales humides de Sumatra. La plante en question peut quand même atteindre 2 à 3 mètres de haut et sa forme particulière lui donne le délicat sobriquet de pénis de titan. Bref, sans transition aucune, pour Google, de pénis de titan à Johnny Depp, il n'y a qu'un pas. Alors, je n'ai rien contre Johnny, le pirate de Burton. Je suis pas en train d'avouer avoir une tête de chien-loup sur l'épaule et la mule permanentée. Non, mais tu avoueras que ce monde est un peu bancal si en lieu et place de verdure, on y préfère la luxure. Remarque, rien que taper sauvage sur Google témoigne d'une certaine schizophrénie, ou au moins un grand écart sociétal. Faut savoir que selon un professeur de l'université d'Harvard, ça fait super sérieux quand on dit ça, 2 recherches sur Google équivalent presque à la quantité de CO2 générée par l'ébullition d'une théière, c'est-à-dire à peu près 7 grammes. Ce qui fait qu'en 2023, les émissions carbone du géant numérique ont atteint 14,3 millions de tonnes de CO2, soit une hausse de seulement 48% par rapport à 2019, qui était leur année pic de référence. Alors tu réfléchiras un tantinet la prochaine fois que tu poseras à Alexa, tout impatient que tu es, la question qui te turlupine à l'instant T dans ta teuté. Tiens d'ailleurs, petit florilège des questions posées sur Internet. Comment cacher un cadavre? Comment s'en sortir après avoir commis un meurtre? Site de rencontre pour chat. Comment faire pour que mon chat m'aime? Lady Gaga nue. Comment réparer un cœur brisé? Comment avoir une aventure extra-conjugale? Pourquoi me suis-je marié? Et la préférée, comment utiliser Google? Je pense que là, la boucle est bouclée. Mais revenons à nos moutons. Ovis aries domesticus pour être plus précis. Le mot sauvage descend
Étymologiquement, du latin silvaticus, de silva, la forêt. On est donc sur l'espèce sauvage non domestiquée vivant en liberté dans la forêt, dans la nature, au hasard de nos contrées, je dirais le sanglier, le blaireau, le renard. Alors oui, ça fait un poil de ravage dans ton potager au milieu de tes radis. Mais pourquoi diable l'adjectif sauvage vient-il qualifier un comportement humain, féroce, violent, et qui ne serait pas conforme aux attendus moraux de notre société dite civilisée ? Pire, on qualifie de sauvage un groupe d'humains dont le mode de vie serait resté primitif et barbare, en lien étroit avec la nature et ses lois. On va donc ériger en contraire le civilisé, l'évolué, le raffiné, celui-là même qui en toute bonne conscience va demander à sa boîte connectée préférée la recette de la verrine, saumon d'élevage, avocat bio, éco-responsable du Pérou, puis dans la seconde qui suit, comment s'en sortir après avoir commis un meurtre Google ? Tu le sens le raffinement civilisé ? Tu le vois le grand méchant loup demander à Yahoo comment cacher les restes de sa brebis égorgée ? Alors oui, la bestiole sauvage n'est peut-être pas toute belle, toute propre comme tu l'attends. Elle sent peut-être un peu fort le muscle, le sous-bois et le champignon. Mais ça ne se demande pas comment cacher sa pulsion de dégénérer sous du parfum à 500 balles le litre. Tiens, au passage, je te conseille le dernier bouquin de Ludivine Bantini, L'ensauvagement du capital. Je cite, je lis les mots d'ensauvagement à longueur de journée, de colonnes, de slogans. Alors je reviens à Césaire qui décrivait l'Europe coloniale, suçant comme un vampire le sang, les terres, les biens et la dignité même, ravalant l'humanité au rang amer des bêtes de somme. Ensauvagement, ce mot n'est pas réservé au passé. Il peut désigner la prédation qui enrégimente le vivant dans la sombre loi du marché. Le capitalisme a toujours été ensauvagé, ses origines sont tachées de sang. Bah voilà, après tout ça, moi je crois que j'ai besoin d'aller faire un petit tour en forêt. Ciao les sauvages. Oh mon Dieu. Oups. Ah ben bravo, hein. Très pas. Je pense que tu as sous-estimé le prix du litre. Mais bon. Du litre ? Ouais, c'est possible. En revanche, page 3, j'ai un coquelicot et un chat sauvage. C'est très joli. J'ai vraiment fait la recherche. Page 3, hein, tu es page 3. à la troisième page. Troisième page. Ouais, Sinon, okay. c'est que Johnny Depp et des bouteilles de parfum. Ça, c'est vraiment alarmant, quoi. Mais pour de vrai. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redevenir des sauvages ? Je ne sais pas. On peut peut-être mettre Johnny Depp dans une forêt. Et non, ça marche pas. Arrêtez le parfum. Comment est-ce qu'on peut vous aider ? Faut demander à Google. Google a pas trop su me répondre. Non, mais on a un super site internet, on a listé la question, parce qu'elle revient souvent. Non, alors, pour nous aider, comme disait Marie-Sophie tout à l'heure, il y a nous aider directement en présentiel avec du bénévolat. Ça, c'est chouette. Il y a plein de différentes commissions, des stands aux soins, au rapatriement, aux travaux. Voilà, il y a de quoi faire. Et après, c'est des dons et des adhésions. On vit essentiellement grâce aux dons, aux adhésions, au mécénat d'entreprise aussi, pour si quelqu'un parle à une entreprise et veut faire du mécénat. On peut avoir du mécénat, c'est grâce à ça qu'on vit aussi. Et globalement, voilà, dons, adhésions, mécénat d'entreprise. On peut aussi participer à nos opérations caddie. Ce qu'on appelle les opérations caddie, ce sont des collectes dans les magasins. Donc ça nous aide beaucoup. On en a eu une dernièrement pour refaire du stock pour l'alimentation des animaux. Ou on fonctionne beaucoup en soins naturels aussi sur le centre de soins. Donc les huiles essentielles, même au niveau de l'entretien. On a du vinaigre blanc. Enfin voilà, il y a beaucoup de produits qui peuvent nous être offerts dans les opérations caddie. Sur notre site internet aussi, il y a un lien sur du matériel, enfin là, des besoins un peu particuliers. Voilà, on va sur le site et on regarde un petit peu nos besoins, on essaie de les mettre à jour régulièrement. Et puis nous contacter, et toute bonne volonté est accueillie bras ouverts chez nous. Il y a même peut-être des choses auxquelles on ne pense pas, mais parfois des gens qui ont des idées pour nous aider. Et voilà. Et en ce moment, vous avez un besoin spécifique où vous dites ça, si on avait ça dans les jours qui viennent, ce serait vraiment cool, ça nous sortirait une belle épine du pied, parce qu'avec nos 3 auditeurs et demi de KGB, il y a fatalement la personne qu'il vous faut dedans. Vous avez un besoin particulier ou pas en ce moment ? On a un grand besoin au niveau de nos travaux en fait. On est en train c'est une grosse année de travaux. On va aboutir sur la dernière des infirmeries. L'avant-dernière des infirmeries. Et en fait, on manque de monde dans cette commission-là, donc tout est un peu au ralenti. Mais cette année, vraiment, faut qu'on la termine. Donc, on a besoin de main-d'œuvre et de gens qui ont soit envie de nous aider, soit qui ont des connaissances en bricolage, ça c'est bien. Mais aussi, on doit refaire toutes nos cabanes à l'extérieur. Donc, on a besoin de personnes, si elles ont envie de faire des ateliers création d'abris à hérissons chez elles et de nous les livrer après. On est preneurs des dons de bois aussi, de planches, pour que nous, après, on puisse aussi faire des cabanes ou directement que les gens nous déposent des cabanes toutes prêtes.
Ça, on en a beaucoup. C'est vraiment le sujet de cette année. Eh ben, amis auditeurs, amis auditrices, bricoleurs, bricoleuses, artisans, artisanes, à vos planches, à vos morceaux de bois, à votre temps libre et on vous attend. Il y a des enjeux aussi particuliers liés au territoire. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu des choses auxquelles il faut faire attention spécialement, par exemple, on a le lac d'Annecy, le lac du Bourget. Est-ce qu'il y a des enjeux liés à ces territoires-là ? Oui, il y en a un qui me revient souvent et qui est très agaçant. En fait, il y a les chiens. En fait, nos animaux domestiques causent énormément de dégâts sur la faune sauvage. Et le problème, c'est pas l'animal. Faut pas jeter la pierre sur le chien ou le chat. Le problème, c'est l'humain qui doit gérer correctement ses animaux. Donc, il faut pas diaboliser les chats, il faut pas diaboliser les chiens. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Par contre, responsabiliser l'humain qui a décidé de prendre un chien ou un chat, ça c'est important. Parce que vraiment, c'est des milliards de victimes en faune sauvage tous les ans. C'est énorme. Tout ça parce qu'en fait, on sait pas vivre avec la nature qui nous entoure, ne serait-ce que notre jardin. On ne sait plus voir que là, c'est la période où les merles, ils sont sortis du nid et ils ont besoin de quelques 10-15 jours pour apprendre à trouver leur nourriture. Ils ne savent pas vraiment encore voler, donc c'est à ce moment-là où il ne faut pas forcément sortir les chats la journée, mais plutôt la nuit. Il y a toute une réorganisation à avoir au niveau de notre quotidien. Et puis, il y a vraiment la problématique des chiens non tenus en laisse. On a des tonnes de cygnes qui se font décapiter à cause de ça, et pas que des cygnes, parce que là, on les voit, les cygnes, parce que souvent, ils sont proches des lacs, donc c'est direct, on les voit. Par contre, tous les dégâts que font les chiens non tenus en laisse sur des parcours de randonnée ou dans la nature, en fait, on les voit pas forcément, mais il y a des dérangements énormes sur on a énormément d'appels par exemple pour du lièvre que les chiens ramènent les bébés lièvres dans la bouche parce qu'ils n'étaient pas tenus en laisse, ils sont partis et en fait ils reviennent avec le lièvre et alors là pour trouver où il était, on peut pas, donc on récupère et on lui enlève des chances obligatoirement parce qu'un animal sauvage il aura jamais plus de chances que s'il est élevé avec ses vrais parents. Nous on est là mais on est vraiment parce qu'il n'y a pas le choix, mais si on peut l'éviter c'est mieux. Et j'imagine qu'il y a encore d'autres impacts de l'humain sur la faune sauvage autres que les animaux domestiques. On parlait des lacs, c'est vrai qu'on s'est rendu compte cette année qu'il y avait de plus en plus d'animaux, d'oiseaux d'eau blessés par les déchets de pêche. Donc c'est pareil, on n'a pas de jugement à porter sur la pêche, mais en tout cas, faites attention aux fils, faites attention aux hameçons, aux leurres, ramassez vos déchets. Et si vous en trouvez, même si c'est pas vous qui les avez mis et que vous pouvez les enlever, les ramasser, il faut le faire. Surtout que parfois ces animaux, on a beaucoup de mal à les capturer et finalement ils finissent par mourir dans d'atroces souffrances parce qu'on fait tout notre possible mais ça marche pas à tous les coups. Ça c'est les constatations générales. Et est-ce que sur le temps, avec l'évolution depuis les quelques années que vous existez, vous voyez des nouvelles problématiques apparaître liées au changement climatique? On évoquait hors antenne les problèmes des canicules d'été, des choses comme ça, qui sont des nouveaux traumatismes qui arrivent. Ouais, alors la canicule d'été, par exemple, ça c'est flagrant, on le sait, c'est chaque année. Du moment où il y a la canicule, il y a les martinets. Les martinets noirs, ils nichent très haut sur les immeubles. Et en fait, quand il fait très très chaud, ils se rapprochent trop près du bord, ils tombent. Ou même des fois ils se jettent parce que les parents ne reviennent pas au nid pour X raisons, mais en tout cas au niveau de la canicule c'est lié vraiment, ça chauffe trop au niveau de sous les toits et du coup on a énormément d'accueil à ce moment-là. Ça peut aller, c'est des milliers de martinets récupérés tous les ans des fois juste un centre de soins. Donc vraiment ça c'est automatique, et les années où il n'y a pas de canicule on a beaucoup moins de martinets en soins. Ça n'a rien à voir. Et ils arrivent beaucoup plus tard. Ils arrivent vraiment quand il fait chaud, le lendemain, on a plein d'accueils de martinets. C'est très lié. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre comme... Je pense qu'il faut être vigilant sur les gros changements aussi de météo, les phénomènes de tempête. Par exemple, au moment des naissances des petits oiseaux, si vous avez tout d'un coup une période de pluie intense, il faut apprendre à observer sans déranger les animaux, mais apprendre à observer et se dire que là, potentiellement, ou une période de grand froid qui arrive d'un coup, là, en ce moment, on a une météo quand même assez clémente.
On ne pense pas à acheter des graines de tournesol en se disant il faut nourrir les oiseaux cet hiver parce qu'il fait tellement... Enfin, peut-être pas partout, mais en tout cas chez nous, il fait assez beau et assez chaud. Ça peut changer du jour au lendemain. Et voilà, je pense qu'il faut être vigilant sur beaucoup de choses. Comme disait Caroline, il faut réapprendre à vivre un peu avec le sauvage et puis se dire qu'on n'est pas tout seul et que potentiellement, on a des petits êtres qui peuvent avoir besoin d'aide autour de nous. Je veux juste rajouter quelque chose. Quand on dit réapprendre à vivre avec le sauvage, ça ne veut pas forcément dire lui venir en aide. Il n'a pas besoin de nous, le sauvage. Si on met en place ce qu'il faut pour qu'il ait assez à manger, des habitats, qu'on ne les dérange pas, ils n'ont pas besoin, les hérissons par exemple, ils n'ont pas besoin qu'on leur mette de croquettes. Ça, non. Il faut vraiment favoriser le milieu naturel et les laisser tranquilles le plus possible. En ce moment, on est en pleine période de chasse. Alors, il y a évidemment un impact énorme sur la faune sauvage, mais est-ce que c'est un impact qu'on peut mesurer aussi à l'échelle du tétralibre ? Oui, ça on le voit en fait chaque année, hein, on l'invente pas, hein, c'est-à-dire que chaque année, quand la chasse ouvre, en fait les animaux sont beaucoup plus paniqués, ils se font courser, hein, clairement, ils subissent un gros stress et on a par exemple, mais c'est la période de l'année, on a énormément de jeunes chevreuils ou de chevreuils tout court qui arrivent chez nous. On le sait que septembre, octobre, novembre, décembre, là on va se prendre plein de chevreuils en accueil, quoi. C'est direct automatique. Ils se font taper par des bagnoles. Voilà. Parce qu'ils sont en train de fuir et que du coup, ils perdent en vigilance et en attention aux autres dangers que ceux provoqués par la chasse. Oui, alors ça, en fait, c'est typique du chevreuil. Nous, on le voit en soins, peu importe chasse ou pas chasse. Le chevreuil, du moment où il panique, en fait, il se jette contre des grillages. Il panique, il fait même pas attention. C'est un peu comme si on a l'impression qu'il devient aveugle et il va tout droit pour fuir. Donc, en fait, ce qui se produit, chez nous, dans nos enclos, hein, c'est un comportement de chevreuil, ça se reproduit dans la nature quand il est face à un élément qui le pousse à la fuite. Donc, il court, il va tout droit, et puis une voiture passe, il n'a pas le temps, il est trop stressé, il se fait taper. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Beaucoup d'énergie. Beaucoup de rencontres. Moi, je me suis rendu compte que cette expérience aussi, c'est vraiment beaucoup de rencontres. Parce qu'on prend soin des animaux, mais on essaye de prendre soin de l'humain aussi. On est beaucoup dans la bienveillance, dans l'entraide. On rencontre plein de personnes différentes et ça, c'est très enrichissant aussi. Et puis voilà, on a vraiment des plannings de travaux assez importants normalement sur les années à venir. Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de rester ouvert le plus longtemps possible. Parce qu'on a besoin de nous. Et d'avoir des personnes qui viennent nous proposer leur aide. Merci beaucoup à toutes les deux. Et j'aimerais juste rajouter une toute petite chose avant la fin de l'émission. C'est que pour les auditeurs et auditrices, si vous avez entendu récemment un oiseau chanter sous vos fenêtres, si vous avez croisé en balade un renard, un chevreuil, un chamois, dites-vous qu'il est peut-être passé par le tétralibre à un moment. Eh bien, vu qu'on arrive vers la fin de l'émission, ça va être le troisième vol pour cette troisième titre lié aux oiseaux, avec Regina Spektor qui sortit en 2009 son titre Two Birds. Two birds on a wire. One tries to fly away and the other watches it close from that wire. He says he wants to as well, but he is a liar. I'll believe it all.
of a feather. Say that they're always gonna stay together, but one's never going to let go of that wire. He says that he will, but he's just a liar. Two birds on a wire. One tries to fly away and the other watches him close from that wire. He says he wants to as well, but he is a liar. Two birds on a wire. One tries to fly away and the other. Et vous êtes toujours à l'écoute du KGB. On s'est donné rendez-vous dans les locaux du Tétra Libre et on voulait vous donner la parole une dernière fois. Qu'est-ce que vous souhaitez dire pour la fin de cette émission ? Je vais commencer. Du coup, tout à l'heure, on parlait des cliniques vétérinaires partenaires, mais on n'a pas fait le lien. En fait, on a un site internet qui apporte déjà plein de conseils et qui donne la liste en fait des cliniques vétérinaires partenaires, mais aussi des soutiens qu'on peut avoir d'auprès de notre fondation, des mécénats, etc. Donc, c'est important si ça peut vous donner des idées, si vous avez une entreprise, n'hésitez pas à aller voir, par exemple. Ça vous montrera un peu qui nous aide. Et si vous avez besoin de contacter une clinique vétérinaire qui vous dira oui pour la faune sauvage, c'est intéressant aussi d'aller sur le site. Et ça fait le lien avec notre ligne de téléphone. On en parlait tout à l'heure. On a donc une personne au téléphone qui répond au SOS. Si tu trouves un animal sauvage, du coup, tu nous appelles. Et ça, c'est sur la ligne téléphonique qu'on tombe. Et des fois, on n'arrive pas à nous avoir, surtout en été. C'est pour ça que le site internet, il peut être intéressant parce que déjà là, on a listé les premiers gestes, les gestes de premier secours à avoir pour pas faire de bêtises, pour mettre en sécurité l'animal ou non. Enfin, voilà. Il y a déjà pas mal de réponses aux questions. Parce que on travaille en équipe, comme on disait, il y a beaucoup de bénévoles, le travail il est intense, donc on peut pas, on fait du mieux qu'on peut, on est tous à fond en fait. Donc si on répond pas au téléphone, c'est qu'on est déjà en train de gérer un autre cas. Donc on demande juste un petit peu de patience et de tolérance. Et que les animaux sont plus importants que le téléphone et que donc si vous n'êtes pas au téléphone, c'est que vous êtes en train de vous occuper d'animaux et qu'une fois de plus, c'est une association qui ne tient que par les bonnes volontés et les bouts de ficelle que chacun apporte dans ses poches, et ce qui n'est pas suffisant. Alors moi je rebondis sur tout ça, justement c'est pas suffisant, je vous parlais des salariés tout à l'heure, c'est sûr que si on pouvait en avoir plus, ça serait super, je pense que ça les soulagerait énormément et qu'on pourrait peut-être sauver plus d'animaux aussi, puisque forcément, il y aurait plus de gens qui seraient là en permanence. Donc pour ça, il nous faut des financements. La recherche de financement, c'est très très chronophage et c'est un travail de tous les jours. Moi, j'ai envie de m'adresser aux institutions publiques, que ce soit les communes ou les départements, la région. On a eu souvent des aides pour les subventions d'investissement, c'est-à-dire pour les travaux. Donc ça, c'est super, on les remercie du fond du cœur. Maintenant, on a vraiment besoin de subventions de fonctionnement pour les salaires, pour l'alimentation, pour les médicaments, pour les charges, l'électricité, l'eau, enfin tout ça. Et il faut en fait qu'ils se rendent compte qu'on remplit un service public. Puisque finalement, si le centre de soins n'est pas là, les découvreurs d'animaux sauvages qui sont quand même de plus en plus nombreux, ça, je ne sais pas si on l'a dit, mais les humains s'inquiètent quand même de plus en plus et tant mieux. Alors peut-être pas tous, hein, mais en tout cas on a de plus en plus d'appels. Si le centre de soins n'est pas là, finalement ils vont appeler qui ? Peut-être leur maire, mais les maires n'ont pas les infrastructures ni les connaissances. Donc ça, il faut aussi remettre un petit peu les choses dans l'ordre et se dire qu'on a besoin que les institutions publiques nous aident. Et dernière chose, on n'en a pas trop parlé, mais on tient beaucoup à la sensibilisation et surtout au niveau des plus jeunes. On fait pas mal d'animations, notamment dans les écoles, on a des ateliers de sensibilisation. Et ça aide aussi à faire passer le message au niveau des adultes, puisqu'en général, déjà, ils sont très intéressés et voilà, ils arrivent à redonner nos conseils de prise en charge à leurs parents ou à leur famille. Arrêtez d'appeler ma mère.
C'est ça que je voulais dire. Elle en a marre. Mais je crois qu'il est temps. Je crois qu'il est temps, mes petits loups. L'émission s'achève pour les FM. On doit quitter nos oreilles côté Élébor, Radio Alto, Clandé, qui nous diffusent fidèlement depuis toutes ces années. Et on va peut-être prolonger un petit peu pour la version podcast. Donc j'en profite déjà pour remercier toute l'équipe du Tétra Libre pour votre accueil, votre disponibilité, votre bienveillance et surtout pour toutes les actions que vous menez toute l'année. On peut vous suivre sur les réseaux et sur votre superbe site internet qui sont alimentés et mis à jour régulièrement. On en a parlé. Merci à toute l'équipe du KGB. Merci infiniment aux gens qui nous financent sur Tipeee. Même avec 1 € par mois, ça contribue à nous permettre de faire des émissions de qualité, dans de meilleures conditions. Et toi, auditeur, auditrice, que tu découvres le KGB aujourd'hui autour d'un thème, ou que tu sois fidèle depuis 60 épisodes, n'hésite pas à t'abonner sur les réseaux Deezer, Spotify, Podcastix, Facebook ou Instagram. Et partage. C'est grâce à vous qu'on se propage. Et on se retrouve dans quelques petites semaines pour une émission rock'n'roll, mais je ne vous en dis pas plus. Des bisous dans le conduit auditif. C'est parti. Alors pour faire de la radio, on utilise des ondes électromagnétiques. J'aime bien la radio. Mais tout de suite, je laisse la parole à Didier pour une petite précision. Allez, tout le monde, tout va bien, vous pouvez sortir. Reprenons la fiesta. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais mettre la radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio. KGB Radio.